Alors, ce que je voudrais faire, il est quelle heure? C'est parfait, il est 14 h. Je me suis levée super tôt parce que il y avait le réparateur qui venait pour le frigidaire ce matin, donc je me suis levée genre à 5 h, alors que le gars devait intervenir qu'à partir de 8 h. Mais bon. Du coup, j'ai super bien bossé. Les vidéos sur la window, c'est fait. Le goûter des chats, c'est fait. Un point d'avance. Mais ce que je voudrais surtout là, c'est qu'on sorte. Je voudrais préparer une vidéo donc pour Windy de la window. Donc, il faut que je fasse mon sac. Donc, je vais nous emmener dans un endroit magique. Si j'y ai accès, c'est pas sûr. Mais du coup, il faut que je prépare. Parce que j'ai une idée derrière la tête. Je vais prendre un petit critérium, une petite gomme, un HB. Je vais faire ça. Mais de quoi elle parle? Je prends des crayons de papier, des mines charbon. Faut que ça rentre dans ma trousse. J'ai une idée derrière la tête, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je vais quand même essayer de vous embarquer avec moi. Aujourd'hui, on a un emploi du temps chargé. Je prends mes clés, mon essentiel, ma menthe poivrée en cas de crise d'anxiété. Ça me calme. Ou en cas de mauvaise odeur dans Paris. Donc on va prendre des notes. Et cette fois-ci, je vais prendre la perche avec moi. Je vais pas oublier. Et comme aujourd'hui il fait beau, je pense que je vais prendre mon chapeau. Ça fait un peu incognito là, mais c'est pas grave. Je sais pas si c'est le bon chapeau, j'hésite. Je suis pas sûre que ça aille avec mon style. Qu'est-ce que je fais? J'adore ce chapeau. Je le mets avec des petites robes habituellement. Là, je suis en t-shirt. Ou celui-là. Bon, je pars sur celui-là. Allez, on y va, c'est parti. On va quitter la rue Colincourt où nous sommes arrivés pour aller dans une rue un petit peu plus calme. Et c'est de ce quartier dont je voulais vous parler dans Montmartre. Donc on y va. Ce qui va nous intéresser dans ce quartier, ce sont les bâtiments, les immeubles. Ce sont de belles pierres. Et en fait, ouais, je vais vous donner le nom de la rue dans un instant. Et nous sommes avenue Junot. Et pourquoi je vous emmène là? Parce que déjà il y a un lieu magique que j'ai envie de vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas Montmartre, pour les initiés, ils ont peut-être une idée de où nous nous rendons. Ce sont des beaux bâtiments. Un beau soleil aussi. Presque la campagne en plein Paris. Nous sommes place Casadesus. Casadesus. Famille de musiciens. Tiens donc. On aime les musiciens. Oh non. Ils ont mis un grillage pour plus qu'on s'assoie. Donc voilà, j'espère que c'est assez au calme. Il y a quand même un petit bruit de fond. C'est la vie, c'est la ville. Mais j'espère que ça ira. Donc en fait, on est du côté de l'avenue Junot et ce coin de Montmartre, c'est la butte côté nord et ça redescend côté nord et c'est ce qu'on appelait précédemment les maquis. Et en fait, c'était là qu'habitaient les pauvres. C'était vraiment, on s'installait, on faisait comme on pouvait quoi, avec les moyens du bord. Et en fait, tout ça, avec les grands travaux d'Haussmann, et c'est toujours à peu près la même période, hein. Souvenez-vous que l'impressionnisme, quand on parle de Jeanne Boudin ou de Monet ou comme ça, souvenez-vous que la première exposition elle a lieu en 1874
Et les travaux d'Haussmann, ils ont eu lieu dans les années 50. Et je crois qu'ils sont achevés dans les années 60 à vérifier. On se met une petite accolade ici, pour rectifier. Mais du coup, on a plein de modifications aussi à Montmartre. Par exemple, le pont qui traverse le cimetière. C'est fou qu'un pont traverse un cimetière. Je vous le montrerai peut-être un jour. Mais voilà, pour créer ces grands axes et toutes ces gares et tout ce développement dans Paris. Mais du coup, le maquis aussi, il a évolué. L'électricité arrive, on est sur l'industrialisation et tout. Et en fait, les terres sont récupérées par l'État pour en faire des constructions. Et en fait, avenue Junot, c'est une des avenues les plus cotées de Paris, quoi. C'est ultra cher. C'est vraiment ultra cher du mètre carré. La moyenne, je crois, on est dans les 10 000 à Paris et je crois qu'avenue Junot, c'est le double. Hein. On est vraiment sur les prix, mais c'est presque la campagne à Paris. Si je vous montre d'autres bâtiments, là, juste derrière moi, c'est très beau. Hein. Moi, j'ai été invitée chez des amis, c'est très très beau. C'est très agréable. Hein. De toute façon, quand on a l'argent, on a accès à une qualité de vie, effectivement, on peut tout se permettre. C'est pour vous dire ce côté où j'entendais une femme la dernière fois parler que les nobles, je sais pas si c'était une sociologue ou une psychologue, ou je sais plus quelle était sa fonction, mais elle expliquait qu'en fait les nobles ne s'installaient jamais dans les quartiers des pauvres, ne récupéraient jamais les anciennes habitations des pauvres. Et je trouvais ça étrange parce qu'elle disait hormis l'île de Ré, où là la noblesse a récupéré les maisons de pêcheurs. Et c'est la maison de l'île de Ré? Tu m'emmèneras? Pardon, excusez-moi, j'ai divagué. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que regardez la ferme Saint-Siméon à Honfleur, qui accueillait les peintres et tout ça, qui n'avaient pas le sou, qui souvent payaient la mère Toutain avec des œuvres. Et quand on est allé au musée, dans les jardins du musée de Montmartre la dernière fois, c'était pareil, souvenez-vous, la loge du Père Tanguy qui vendait des couleurs. Les peintres, c'est pareil, ils le payaient avec des toiles, parce qu'ils n'avaient pas le sou. Et ben tous ces lieux, bon, le musée ça va, c'est ouvert, c'est payant, mais c'est accessible à tout le monde. Mais la ferme Saint-Siméon, c'est devenu une ferme ultra luxe. La nuit, elle est dans les 500, c'est vrai, c'est 500 € la nuitée. Donc je trouvais ça rigolo parce que quand même, il y a ce truc de... on dit que non, la noblesse ne récupère pas les terres des pauvres ou les terrains ou les habitations. Mais quand même, quand même. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit particulier, très magique, particulier. Et je ne vais pas passer à côté de l'occasion de vous le montrer parce qu'il risque de bientôt ne plus exister. Donc, on va essayer de l'immortaliser un petit peu en vidéo. Et peut-être plus, si inspiration il y a. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc voilà, un passage exceptionnel qui est, je crois, classé. Hein. Je vais vous remontrer. C'est le passage Junot-le-Pic avec ses beaux pavés. C'est vraiment magnifique cet endroit-là. Tellement privilégié. Et nous, c'est là qu'on va aujourd'hui. Le clap. Déjà, la première raison pour laquelle ce passage il est magique, ils l'ont fermé au public maintenant. Là, vous voyez, je viens de sonner un interphone pour accéder au lieu où je vais vous emmener. Mais d'abord, on s'arrête là. Parce que ça, ce gros truc là, ça s'appelle le rocher de la sorcière. Vous le voyez pas parce qu'il y a de la végétation, mais c'est bien un rocher. Là, on est à avenue Junot, et là, en bas, on arrive rue Le Pic. Et normalement, il y a un panneau. Normalement, il y a un panneau. Mais je pense qu'on le voit en hiver. Ça raconte l'histoire. Ou alors, je l'avais cherché sur Internet, je ne sais plus. Là, à ma droite, c'est l'hôtel particulier, mais ça, je vous en reparlerai. Ancien maquis de Montmartre. Et je vous avais dit, oui, il n'y a que 2 lieux calmes près de chez moi. C'est les jardins du musée de Montmartre et le cimetière, mais c'est pas vrai. Il y a le Clap. Et je voulais vous en parler. Là, vous voyez un terrain. Et on est sur un terrain qui n'a pas bougé, quoi. Il y a des terrains de pétanque aujourd'hui. Et il est très bien entretenu, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi apercevoir des tentes
parce que pour des raisons politiques, le terrain est aujourd'hui squatté par les clapistes. Et là, c'est l'hôtel particulier. Aujourd'hui, c'est lui le grand méchant. Et eux, ce sont les gentils. En fait, ça fait 50 ans que ce terrain est entretenu et utilisé par l'association du CLAP qui joue aux boules, à la pétanque. Et c'est un lieu assez exceptionnel, je dois dire. Quand je l'ai découvert, moi, c'était des copains, bien sûr, qui m'ont invité à jouer à la pétanque, mais pour se détendre. Et quand même, c'est pas mal calme. C'est pas mal calme du tout. Donc, je vais m'installer quelque part, mais je vais d'abord vous montrer un petit peu. Les riverains soutiennent le CLAP. Oh, on déplace ça. On va vérifier nous. Pas de mensonge, rien. Clap, 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 clap. Donc oui, le CLAP est en danger. Ce petit club de boulistes qui réunit quand même 300 adhérents est amené à être expulsé. Et c'est un endroit extraordinaire que j'ai découvert. C'est très convivial. Il y a des papillons. C'est hyper convivial. On fait des rencontres. Par exemple, j'ai rencontré une femme qui, elle aussi, était dans ses eaux crazy. Et voilà, c'est un endroit extraordinaire qui est accessible aux adhérents, mais on peut. Moi, je ne suis pas adhérente et je viens et je signe le livret pour attester de ma présence et pour les assurances comme ça, vous voyez. Et c'est un endroit qui risque de fermer. Donc je pense que là, ils squattent avec les tentes comme ça parce qu'ils ont vraiment reçu l'avis d'expulsion. La mairie, elle a fait une appel d'offres pour le terrain et c'est le propriétaire de l'hôtel particulier, là juste en face, qui s'est positionné dessus pour, a priori, faire des jardins qui seraient ouverts au public, mais à des horaires bien précis, fermés à 19 h. Après, c'est à eux. Et ils mettent dans le projet que oui, ils conserveraient des terrains de pétanque, deux, et qui ne seraient pas dans les dimensions réglementaires. Il faut savoir que les filles du CLAP, elles sont championnes, hein. Elles gagnent pas mal, hein. Elles sont douées. Les hommes aussi, hein. Mais bon. Du coup, j'avais envie de vous montrer cet endroit parce que même si les politiques s'en fichent un peu, je sais qu'il y a une pétition qui est toujours en cours. Donc, je vous mettrai le lien en description si vous voulez quand même y participer. Et voilà. Et au-delà de juste jouer à la pétanque, on peut venir pour se détendre. Vous voyez, moi aujourd'hui, je suis venue. Je suis pas adhérente, je vais pas jouer parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais quand même, je peux prendre le temps de venir me détendre ici, dessiner, lire. Ouais, j'ai essayé de dessiner, c'est pas gagné, hein. Je suis un peu emballée. Mais j'ai une chouette image, hein. Si je peux la reprendre plus tard, je l'ai prise en photo parce que j'ai une image assez sympa que j'aime bien. J'essaierai de la refaire. Et enfin, voilà le côté un petit peu immortalisé cet endroit. Je vais me mettre ailleurs parce que là j'ai les poubelles. Là. Je vais me mettre de l'autre côté. Là ici on peut se retrouver en cas de mauvais temps. On peut jouer aux cartes, on peut lire, on peut se détendre. Les vestiaires. Là on a des tables. Tiens d'ailleurs il y a mon iced tea. Hop, ça je le récupère. Il y a encore des tentes là. Petit olivier. Hop. Une vache. Une vache blanche et noire, made in Normandie. Et là, il n'y a personne qui joue, donc je vais me mettre sur ce terrain-là. Voilà, je pense qu'il n'y a personne qui joue sur ce terrain-là, donc je vais le squatter un petit peu. C'est canon, hein. Regardez. Ce serait dommage de perdre ça. Ce serait vraiment dommage de perdre ça.
Donc voilà, l'avenir du clap est incertain. Vous pouvez écouter, hein. Parce qu'en plus, je mets le son fort normalement. Donc on entend les gens, on entend les boules qui claquent, mais on n'entend pas trop le bruit de la rue. C'est cool, hein? Ça valait le coup que je vous montre cet endroit-là. Le maquis, il a commencé à se transformer justement avec les grands travaux d'Haussmann. Quand il a créé les grandes avenues, dont aussi l'avenue Junot. Et c'est de là que démarrait le maquis, vraiment de là d'où je viens vous montrer l'entrée, et qui allait jusqu'à rue Le Pic. Et tout ça maintenant c'est devenu ultra luxe, ultra cher. Et ici c'est le seul petit endroit où vraiment tout le monde peut venir se retrouver. Et il y a toutes les classes, c'est vraiment le Montmartre d'antan. On peut trouver des gens de tous milieux sociaux, de toute catégorie professionnelle, des anonymes, des personnalités parfois. On trouve vraiment de tout. On fait des rencontres, on peut demander des coups de main, on peut couper avec la solitude et retrouver des gens ici. Donc c'est vraiment, au-delà d'un club de pétanque, c'est vraiment un lieu de quartier, quoi. C'est de la vie du quartier qui est un petit peu mise en péril parce que, bah voilà, quoi. C'est un peu... C'est toujours politique comme ça. Après, j'ai pas de jugement, mais c'est vrai que, voilà, l'hôtel particulier, c'est luxe. Et puis, c'est le privilège, hein, quand on a l'argent, c'est que on a la tranquillité, on a l'espace, on a les lieux, on a tout. Mais voilà, là c'est quand même une privation et c'est dommage, c'est dommage. Donc ça va être risque d'être amené à disparaître. Il y a la vie d'expulsion, donc on ne sait pas si ça va pouvoir perdurer. Moi je m'étais inscrite pour être adhérente, j'étais sur liste d'attente. Parce que même si j'ai pas tout le temps envie de jouer à la pétanque, enfin voilà quoi, comme aujourd'hui, vous voyez, après le travail, je peux venir et les gens sont toujours sympas, toujours accueillants. Et on n'est pas obligé de jouer, mais c'est quand même plus sympa de jouer aussi. Du coup, je sais pas si je vous fais mon intro ici. Je vais me remettre là. C'est quand même un peu plus calme. Donc ouais, cet épisode, enfin, c'est rigolo parce que depuis que j'ai démarré cette petite série, j'ai l'impression de côtoyer cette période de la fin du 19e, début du 20e, avec les grands travaux d'Haussmann, les grands changements, l'industrialisation qui arrive, et du coup les artistes qui témoignent de tout ça. C'est vraiment intéressant ce mix Honfleur-Montmartre que je suis en train de créer. D'ailleurs, si vous arrivez sur les vidéos, je vous invite à reprendre dès le premier épisode parce que c'est un petit peu un fil conducteur qui nous amènera à faire une balade à Honfleur et puis même pour le plaisir. Donc ouais, je trouve ça assez immersif parce que presque l'impression de voyager dans le temps et le fait de pouvoir découvrir les toiles d'artistes, c'est intéressant. On peut comme avoir le sentiment de pouvoir rentrer dans la toile, de voir les techniques, mais aussi de retrouver les mêmes lieux, le port d'Honfleur, et puis voir les changements, parce que le changement est inévitable. C'est comme ça la vie. Mais bon, c'est quand même le dernier endroit du maquis ici. Et je savais pas trop comment vous introduire cette visite au musée, parce que c'est vraiment pas évident de présenter une exposition. C'est un petit peu particulier. Je me suis demandé comment j'allais me dépatouiller, mais j'ai ma copine Karine, pour ceux qui connaissent la window, qui travaille au musée, qui en fait m'a encouragée à pas chercher à être dans les codes ou comme ça. Elle m'a vraiment encouragée à aller voir les œuvres et me laisser porter par les ressentis, par ce que j'éprouvais, et pas chercher à avoir un vocabulaire ou à rentrer dans des codes que je ne connais pas d'ailleurs. Donc je vais pas m'inventer... je vais pas m'inventer spécialiste de ce que je ne suis pas. Donc c'est vraiment en tant qu'amateur que je découvre ces toiles, que je redécouvre ces noms d'artistes qui précédemment, on connaît tous ces noms, mais est-ce qu'on connaît leurs œuvres? Et c'était intéressant de les redécouvrir. Donc voilà, merci à ma copine qui m'a encouragée à vous présenter tout ça. Je sais pas en plus s'il y a du public, je sais pas si vous serez intéressés, mais moi ça m'a intéressée, en tout cas ça me donne vraiment envie de me remettre au dessin et à la peinture, c'est vraiment chouette, même si je sais pas par où commencer. Enfin si, j'ai essayé aujourd'hui un petit peu, mais c'était pas gagné. Et
J'ai envie de vous commenter quelques œuvres, mais j'ai aussi envie que vous découvriez et que vous ayez vos propres ressentis. Donc j'espère que je vais pas être trop bavarde, mais c'est vrai qu'il y a certaines œuvres, je vais probablement m'exprimer dessus parce que ça m'a fait ressentir des choses. Et puis aussi les premières prises, vous verrez, au départ je savais pas trop comment m'y prendre quand je suis arrivée dans le musée, je commençais à filmer ou comme ça, et puis vous verrez au fur et à mesure, assez rapidement d'ailleurs dès le 4e ou 5e tableau, je mets juste les peintures en fixe, comme ça c'est beaucoup plus net et vous pouvez vous imprégner et puis découvrir les œuvres. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera, comme moi ça m'a intéressé, parce que c'est vraiment incroyable. Je trouve qu'un musée arrive à reproduire une exposition qui a eu lieu il y a 150 ans. Donc vous avez pu le découvrir d'ailleurs dans le musée de Montmartre, dans les panneaux qui indicatifs, que c'était le festival des 150 ans de l'impressionnisme cette année. Donc il y a pas mal d'expos comme ça. Et voilà. Donc là, on va démarrer avec 1874, inventer l'impressionnisme. C'est au musée d'Orsay. Et je vous emmène avec moi. J'espère que vous passerez un agréable moment. Alors en fait, je sors du CLAP et j'ai discuté avec plein de monde et j'ai appris tellement de choses. Par exemple, c'était un peintre qui détenait le terrain et qui avait ses ateliers. Et on m'a dit que normalement il y a encore les traces de l'escalier qui menait à son atelier. Ah oui, d'accord. Ah voilà, c'est ça. Regardez, c'est ça. C'était les anciens escaliers de l'atelier de Félix Ziem. Et c'est lui qui détenait ce terrain-là. Et ça allait, la bâtisse, elle allait jusqu'à au moins la moitié du terrain du CLAP. Non mais c'est quand même incroyable des lieux comme ça dans Paris. J'arrive jamais à partir. Et encore là ça va, hein, parce qu'il n'y a pas les copains au CLAP. Sinon, jamais je serais rentrée. Je serais rentrée à 10h, 11h du soir. Oh là là. Donc ça c'est le passage Junot Le Pic. Et faut voir les bars. Je vais pas trop filmer, mais c'est des jardins quoi. C'est la campagne à Paris. Quand c'est ouvert, c'est une invitation, hein, on est d'accord. Non, c'est vraiment très joli. Je voulais vous montrer autre chose avant qu'on s'en aille au musée. J'espère qu'on pourra toujours venir là. C'est ça que je vais vous montrer. Parce que ça, c'est classé, ce pan de mur. Pendant les tranchées de la création de l'avenue Junot par Haussmann, ils ont gardé ce mur-là. Et ça, c'est historique. Et en fait, on m'a donné plein de contacts. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Parce qu'on m'a donné plein de contacts d'associations comme ça, pour récupérer des vieilles photos de Montmartre. Donc ce sera un boulot monstre hein, de vous faire des vidéos comme ça, avant-après, mais ça pourrait être intéressant, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, il est temps de se mettre en route. Oh, faut trop que je vous montre. La Villa Léandre. Ça c'est exceptionnel. Je vous montre juste un petit peu, mais c'est vraiment exceptionnel. Oh, avec ce beau ciel là. Il y a quelques endroits comme ça dans Paris. Dans le 13e, je sais qu'il y a la Cité Florale, parce que je viens de là-bas. Il y a plein d'endroits privilégiés. C'est absolument magnifique, la Villa Léandre. Un jour, ça se trouve, je ferai grande fortune. J'aurai accès à tous ces lieux et je regarderai mes vidéos en me disant quand tu te sentais pauvre et malheureuse. Bon, il est temps de se mettre en route. Bon, c'est pas tout ça, le temps passe. Je me rends pas compte que la vidéo serait aussi longue, mais on y va, on avance. Donc on passe bien évidemment par notre gare Saint-Lazare. On l'adore hein, parce qu'elle va nous mener à tellement d'endroits. On aperçoit aussi l'Opéra Garnier en chemin. La Comédie Française, c'est là que je me suis arrêtée hein, pour continuer à pied parce que c'est trop beau. La station de métro du Palais Royal, on adore. Bon, il faut avancer les amis.
mais quand même, les arcades de la rue Rivoli, c'est trop joli. J'aime trop. Et puis ça y est, on passe le portail pour rentrer dans le Louvre. Et alors là, ça m'émerveille à chaque fois. Le Louvre, c'est fou. Mais c'est pas le musée de destination aujourd'hui, hein. Je vous montre juste un petit aperçu parce que c'est trop beau. C'est juste trop beau. Je sais pas si vous aussi, vous avez bugué sur la femme qui court. Allez, un dernier petit plan sur le Louvre. On monte sur le ciel, on adore. Et ensuite, on arrive sur les quais avec les stands, les bouquinistes. Je me demande ce qu'ils vont devenir, eux. Et puis enfin, on l'aperçoit. Notre musée d'Orsay. C'est là qu'on se rend aujourd'hui, sur l'autre rive. C'est un bâtiment quand même qui reste monumental, hein. C'est magnifique, cette ancienne gare comme ça. Alors les amis, c'est parti, on y va pour l'expo Paris 1874, inventer l'impressionnisme. Donc on y va pour découvrir l'exposition 1874, inventer l'impressionnisme. Donc je vous propose les tableaux sur la droite et moi je suis là en commentaire à côté pour qu'on découvre tout ça. Le premier tableau que j'ai aperçu, c'est Edgar Degas, répétition d'un ballet sur la Seine. Donc c'est intéressant, c'était vraiment, c'était les tout premiers tableaux. Donc là, j'avais envie de rentrer dans l'étoile. Ensuite, on a la loge d'Auguste Renoir. Donc là, on est encore sur un style ancien, habituel, académique, plus ou moins, où c'est vraiment les codes de l'époque, où on va au spectacle. C'est surtout pour se faire voir, hein, et observer les autres. Donc comme vous pouvez le voir, en premier plan, une femme très apprêtée, vraiment dans le détail, et en arrière-plan, un homme qui se fiche de ce qui se passe sur la scène et qui a plus d'intérêt à regarder ce qui se passe en salle. C'est le People Magazine de l'époque. Donc, comme sur le précédent tableau, on est sur du Renoir, hein. La loge, et voici la danseuse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté très poudré sur ce tableau. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans le détail du jupon. Et j'aime beaucoup aussi les couleurs, ce côté pastel. Très danseuse. Ensuite vient la Parisienne, toujours d'Auguste Renoir. Alors là, on est sur du Monet, on est sur le boulevard des Capucines. Imaginez que les grands travaux d'Haussmann viennent d'avoir lieu, que le paysage a complètement changé. Et ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est sa manière de capturer tous les passants, tous les détails comme ça, avec des traits tellement simples. C'est rapide, hein, c'est surprenant. C'est d'un niveau. Alors là, on est sur une Madeleine de Proust, les amis. On est sur Adolphe Felin Kals, si je prononce bien. C'est le vieux pêcheur. Et je ne sais pas si vous avez eu des grands-parents, mais je retrouve complètement l'atmosphère des maisons de pêcheurs d'Honfleur, mais l'atmosphère un peu sombre aussi. Et puis, cet homme me touche quoi dans sa posture. Regardez ses mains. Ses mains, c'est vraiment les mains du travailleur. Et c'est un métier dur que la pêche. Il est bouleversant ce tableau, il me bouleverse complètement ce tableau. Et jamais j'aurais pensé que... Enfin, ça c'est le type de tableau que j'aurais pu voir chez mon grand-père et trouver ça vieux, sans intérêt, ou comme ça, étant enfant. Et aujourd'hui, je le regarde avec un autre regard. Et les détails sur le visage, la lumière, enfin, je trouve ça extrêmement touchant ce tableau. Et vraiment, c'est un coup de cœur, je ne sais pas comment l'expliquer. Ensuite, celui-là, c'est plus une esquisse. C'est une moderne Olympia de Paul Cézanne. Donc, c'est vrai que je l'ai mis parce que, un peu pour le nom. Ça raconte plein de choses. Je vous laisse voir ce que vous éprouvez. Ça, c'est vraiment la technique qui m'a intéressée. Ce sont les saules de Félix Bracquemond. C'est un rendu eau forte. Je trouve ça hyper... D'un côté, ça pourrait paraître gribouillis, et de l'autre, je trouve ça hyper fort. Alors celui-là, c'est une aquarelle. C'est Femme endormie dans un intérieur d'artiste de Zachary. Attendez. Excusez-moi si j'écorche les noms, je suis encore amateur, hein, n'oubliez pas. Astruc. Je pense que je ne me trompe pas. Et en fait, c'est vraiment tout le détail de la peinture à l'aquarelle. Le travail que ça demande. Et avec tous les portraits en plus sur le mur. C'est d'un détail. Je trouve ça... intéressant. Ah, je me plonge dans le tableau, là. J'y vais, on y va. La commode, le détail de... Le tableau qui suit, il est assez intéressant parce qu'il a été peint par Camille... Attendez. Caballo-Lassalle.
c'est le salon de 1874. Donc en fait, c'est une représentation de l'exposition de 1874. On est vraiment au cœur de l'exposition de 1874. Comment les gens étaient habillés, comment les toiles étaient présentées. C'est pompeux, certes, mais c'est étonnant. On est vraiment en immersion dans cette époque-là. À travers l'exposition. C'est-à-dire que le tableau est fait, il est exposé en même temps. Enfin, c'est... Et voilà, on y est. Donc là, on est sur Stanislas Lépine. C'est les trois qui suivent, c'est le canal Saint-Denis, paysage et un petit peu de Montmartre. Montmartre, vous voyez, hein, c'est notre époque. Hein. Je vous ai montré juste avant, ça a bien changé. Ça, j'aime aussi beaucoup, c'est Avenue du Bois de Boulogne, de Nitis, Cuissette de Nitis. Je suis sûre que je prononce mal le nom. Je vais me faire taper sur les doigts par les initiés. Et de Nitis, on voit les Champs-Élysées, là, l'Arc de Triomphe. Ça, c'est dans les prés. Alors, ce tableau, c'est le bal de l'opéra, donc c'est de Manet. J'aime beaucoup et j'aime cette ambiance parce qu'elle m'inspire deux énergies complètement différentes. D'un côté, elle m'inspire l'extravagance, le spectacle, le costume, bien sûr. Et de l'autre, je me demande toujours cette classe-là, qu'est-ce qu'ils foutaient à faire des trucs comme ça? L'anecdote de ce tableau, c'est que ça a été présenté, mais pour l'exposition de 1874, elle a été refusée. Donc, elle n'est pas exposée. Ensuite, on arrive sur Eugène Boudin. Mais j'étais tellement ravie de découvrir que Eugène Boudin était présent à l'exposition de par ses toiles sur la première exposition impressionniste de 1874. Je n'en avais pas la moindre idée. Et je découvre donc que ces baigneuses sont présentes. Et c'est un fort réconfort parce que vraiment pour moi, c'était dans mon esprit, il participait pas aux expositions et c'était un petit peu ce qui avait contribué au fait qu'il n'avait pas percé, qu'il n'avait pas rencontré le succès. Et pourtant si. Donc là, vous découvrez les baigneuses. Effectivement, on peut voir que les baigneuses, c'est un style vraiment en mode rien à foutre, quoi. C'est de l'esquisse, c'est du vite fait. Il va vendre ça, comme je vous disais dans l'épisode numéro 2, comme des cartes postales et ça va se vendre comme des paysages, comme, vous voyez. Et c'est hyper rentable pour lui en fait. Donc là, je m'en rends compte et de le découvrir à l'exposition par rapport à tout ce qui était présenté comme tableau, comme autre œuvre. Bon, ça c'est... Il reviendra, Eugène Boudin dans l'exposition, on y reviendra dessus. Mais voilà les baigneuses. Monet, les coquelicots. Celui-là, je trouve la technique, il doit y en avoir 10 000 autres comme ça, mais c'est la blanchisseuse de lin et... J'aime les métiers de main, manuels, artisanaux, et je trouve que ça ressemble plus à une photo qu'à une peinture. Je trouve que c'est très très bien fait, et j'aime beaucoup. Donc c'est de Saintin, c'est de Jules-Émile Saintin. Et le suivant, c'est de Edgar Degas, et c'est le petit peuple, c'est la repasseuse. On voit à la technique, c'est de la pastel. Ensuite, on est sur du Morisot. Morisot, oui c'est ça, Berthe Morisot, vue du petit port de Lorient. Et j'aime ce premier plan avec cette femme et son parapluie, et bien sûr les bateaux, les voiliers. On a également une scène de cache-cache de Camille Pissarro. Alors Pissarro, j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé, je vous le dis. Le jardin de la ville, c'est un tableau qui a été réalisé à Pontoise. Et on a également le verger en fleurs. Ensuite, c'est Charles-François, j'ai très mal écrit le nom, mais c'est d'Ambigny, me semble-t-il. Ce sont les chants au mois de juin. Je trouve ça très bien réalisé aussi, j'aime beaucoup les couleurs. On est sur du Antoine Guillemet à présent, et c'est Bercy. Bercy en décembre. Voilà à quoi ça ressemblait à cette époque. Nous passons à Alfred Sisley. Et là aussi, un gros coup de cœur. Pas nécessairement sur l'exposition de 1874, mais sur l'exposition permanente que j'ai découvert au 5e étage au musée d'Orsay. Ça a vraiment été, Pissarro et Sisley, ça a vraiment été des gros coups de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc là, le tableau s'appelle Pommier en fleurs et c'est réalisé à Louvciennes. Et ensuite, on découvre le port Marly, gelée blanche. C'est beau, c'est tout doux. Alors ça, c'est du Monet, bien évidemment. Je pense qu'on est sur le port du Havre.
Oui, le Havre, bateau de pêche sortant du port. C'est tellement similaire à Eugène Boudin et encore j'ai même pas vu. Je dis ça alors que j'ai même pas encore vu le Eugène Boudin. J'aime bien cette atmosphère du soleil couchant à Ivry, c'est de Armand Guillemin. Et là, je vous demande toute votre attention et de pouvoir faire pause sur chacune des images. On est sur de la pastel, on est sur des ciels, on est sur du Eugène Boudin. Ces toiles qui suivent, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6. Elles sont réalisées entre 1854 et 1859. Et pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre dans un instant, mais je vous invite à prendre le temps de regarder ces pastels-là, qui elles aussi donc sont présentées à l'exposition de 1874. C'est vraiment pas le meilleur travail d'Eugène Boudin qui a été présenté à cette expo, hein, mais bon. Donc pour casser le suspense, ce que je vous propose, c'est de mettre une toile entre les deux. Ici, c'est à nouveau Pissarro et c'est gelée blanche. Très joli. Et là, regardez. On va revenir sur 3 pastels de ciel. Et celles-ci sont réalisées entre 65 et 68. Et cette fois-ci, c'est du Monet. Monet qui était les lèvres de Boudin. Donc, c'est intéressant parce que je pense qu'on peut ressentir l'admiration où l'élève, tout le temps, va chercher que fait mon maître. Sur quoi est-ce qu'il travaille? Ah ben, je vais faire la même chose. Enfin, je vais travailler sur la même chose, sur les mêmes techniques. Je vais faire les mêmes recherches. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et bien sûr, ce qui va clôturer l'exposition de 1874, c'est le tableau le plus célèbre, le Soleil levant de Monet, qui est à l'affiche, qui fait l'affiche de cette exposition et qui donna son nom à l'impressionnisme, puisque quand on demanda à Monet comment s'appelle cette toile, et il a dit, vous n'avez qu'à l'appeler impression. Et c'est de là qu'est né l'impressionnisme. Donc, c'est vraiment de nouvelles techniques. On le voit hein, dans l'histoire de l'art. C'est toutes ces couleurs qui arrivent d'un coup, c'est sublime. Alors, le musée d'Orsay nous gâte un petit peu plus, puisqu'il ne termine pas tout à fait l'exposition sur cette dernière toile. Il nous offre quelques tableaux de l'exposition de 1877. Et je voulais vous montrer quelques-unes. On a toujours sur du Monet la gare Saint-Lazare, qui est clé en fait dans l'impressionnisme, puisque c'est vraiment à partir de cette gare que les peintres vont pouvoir se déplacer vers la Normandie pour aller peindre les paysages. Hein. C'est vraiment transitoire la gare Saint-Lazare, cette construction. Donc on la porte dans notre cœur. Ce sera aussi notre point de départ hein, pour aller à Honfleur. Ensuite on a toujours de Monet, un coin d'appartement. Mais j'aime beaucoup ces couleurs-là de premier plan et ce bleu, ce reflet de bleu là dans l'arrière-plan. C'est très joli. L'enfant fait un peu peur. Et on va terminer sur du Renoir pour 1877. La suivante, vous la connaissez, nous l'avons vue précédemment. Roulement de tambour, la balançoire que nous avons pu observer dans l'épisode numéro 3 dans les jardins du musée de Montmartre. Donc c'est chouette, elle est toujours là. Et enfin, ceci est le bal du Moulin de la Galette. Le Moulin de la Galette existe toujours. Vous pouvez toujours vous y rendre. C'est un restaurant. Il a les jardins aussi, les jardins d'été. Vous pouvez y dîner. Alors, ce n'est plus aussi grand, ce n'est plus la même époque. Mais le moulin est toujours là. Et vraiment, vous y passerez un moment exquis. Et je trouve ça fabuleux de pouvoir se replonger dans ces ambiances-là. Je trouve que ça plane toujours au-dessus de Montmartre quand même. Alors, la suite de l'exposition, je me suis baladée dans le musée et j'avais très envie de voir l'exposition permanente. Et j'étais un petit peu obsessionnelle, j'avais en tête que je voulais absolument voir la charrette de Monet, puisque la charrette de Monet, certes, c'est une charrette, mais aussi en arrière-plan, on a la chaumière de la ferme Saint-Siméon, et c'est peint pendant la période de l'hiver, et je voulais absolument voir ce tableau-là. Donc, je me suis rendue quand même un petit peu voir l'exposition là-haut, mais je ne vous montrerai pas vraiment. Je suis passée par la salle des fêtes du musée d'Orsay que j'ai trouvé absolument sublime. Donc je vous montre quelques images. C'est belle dorure, hein, c'est exceptionnel quand même. Et je voulais terminer pour une petite note subtile avec du Van Gogh, puisque quand nous avons fait la visite introductive d'Eugène Boudin à Montmartre, je vous avais parlé de Van Gogh et d'une toile en particulier qu'il avait peint. Donc là, bien sûr, on retrouve de Van Gogh, c'est la couronne impériale, je crois que ça s'appelle. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, et terminer par cela, c'est la guinguette à Montmartre, devenue la Bonne Franquette. Donc voici les jardins de la Bonne Franquette à l'époque.
Ça m'émeut tellement de voir ces toiles. Et puis, je découvre oui, la technique de Van Gogh aussi. Voilà, revenue dans le hall du musée d'Orsay, ancienne gare. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à partager vos impressions, vos ressentis par rapport à cette proposition un peu culturelle, artistique ou aux revendications populaires de Montmartre. Mais j'ai eu grand plaisir à passer ce moment avec vous. J'espère que ce sera partagé. Et aujourd'hui, on se dit au revoir sur ce hall-là et on se retrouve très prochainement pour un nouveau départ. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour votre bienveillance. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.